Cogitation radiophonique. C'est chez lui que Pierre-Henri Castel nous a reçus un samedi matin de janvier. Des livres, un divan, des fauteuils et beaucoup de questions à celui qui donne un nouveau souffle à l'univers vaste et étendu de la psychanalyse. Pierre-Henri Castel est philosophe, psychanalyste, historien des sciences et directeur de recherche au CNRS. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages comme « Mais pourquoi psychanalyser les enfants ?» ou encore dans un autre style « Le mal qui vient ». Nous ne pouvons que conseiller la lecture de l'article « Psychanalyse et épistémologie » comment s'extraire de l'impasse actuelle qui nous a permis d'entrer dans sa pensée. Complexe, elle l'est. De par l'immensité de ses références, son engagement auprès de ses patients, sa volonté de sortir du modèle médico-psychologique, sa capacité transformatrice, comme nous l'a enseigné le psychanalyste Wilfred Bion. C'est ce que nous vous proposons de découvrir au fil de sa voix dans ces 5 podcasts. Dans ce premier podcast, Pierre-Henri Castel nous parle de comment il s'est intéressé à la psychanalyse et pourquoi il en a fait une de ses activités principales. Nous lui avons aussi demandé à quoi sert la psychanalyse. Que peut-on en attendre ? Pierre-Henri Castel a déjà dit qu'elle rendait la vie intéressante. Est-ce une forme de guérison ? Pourquoi je me suis intéressé à la psychanalyse ? Alors, jusqu'à en faire un métier. Alors d'abord, c'est pas mon métier. Mon métier, je suis chercheur au CNRS, je suis un historien, un philosophe des sciences. C'est ça mon métier. Il se trouve qu'effectivement, j'ai cette activité analytique, qui est une activité qui est plutôt, quand je dis que c'est une activité, c'est quelque chose que je peux faire, que je fais régulièrement depuis maintenant donc une trentaine d'années, mais qui n'était pas du tout que j'ai jamais envisagé comme étant un métier. Et d'ailleurs, c'est même pour ma génération, c'est même un truc assez particulier parce qu'en fait, la quasi-totalité des gens que je connais sont des gens qui ont une formation psychologique ou de psychiatre, etc. Et c'est relativement rare les gens pour qui c'est une activité, quelque chose qu'ils peuvent faire. Bon. Ça s'est complété aussi du fait, ça s'est emboîté dans l'idée que depuis, pendant plus de 15 ans, j'ai animé avec Jean-Jacques Tissler une présentation de malades et des travaux de formation de gens qui étaient donc à l'hôpital, dans un hôpital public à Villévrard, qui étaient donc des psychiatres et du personnel infirmier, et aussi des gens qui travaillent, des assistantes sociales, et puis les psychologues en stage qu'on avait là. Donc ça aussi, ça a été une zone, mais ça c'était quand même un peu plus lié effectivement à mon métier. Mais je suis un historien et un philosophe des sciences de métier, et d'ailleurs il y a un paradoxe qui a joué une grande importance dans ma vie, c'est que pendant très longtemps, le métier que je fais est un métier qui est structurellement, par principe, hostile à la psychanalyse, puisque il m'est arrivé d'ailleurs de faire cours sur les critiques épistémologiques de la psychanalyse, et la psychanalyse est de façon assez canonique considérée comme le modèle de la science erronée quand on fait de la philosophie des sciences, et il y a dessus des développements énormes. Et donc ça a été souvent d'ailleurs un point quand on dit que c'est mon métier, un point assez amusant, c'est que souvent ça s'est abrité derrière l'histoire de la psychiatrie, la philosophie de la psychopathologie et des choses comme ça, parce que c'était juste tout à fait impossible ou bizarre d'être psychanalyste et un philosophe des sciences, un historien des sciences de métier. Donc le point est quoi. Alors peut-être que maintenant effectivement j'y consacre suffisamment de temps pour qu'on dise que c'est plus une partie ou un second métier, mais enfin je l'ai jamais envisagé comme ça, et en fait même je pense qu'un des grands problèmes qui a mené aux crises que traverse la psychanalyse en France, ça a été une forme de professionnalisation qui introduit des formes de rigidité ou de défense corporatiste d'un certain nombre de choses qui produisent
une forme d'extinction de dynamique, hein, qui sont très importantes. Bon, c'est lié. Alors, à mon avis, ça n'a pas duré extrêmement longtemps non plus, ne serait-ce que parce qu'une dimension du métier, c'est qu'on gagne sa vie avec, et que il y a quand même que les opportunités ou les possibilités pour des psychanalystes de gagner leur vie en étant psychanalystes, en étant que psychanalystes, etc., je crois, se réduisent comme peau de chagrin. C'est plus du tout, on n'est plus du tout dans les années 60 ou 70, et donc c'est vraiment quelque chose qui va connaître un point de crise. Donc la capacité à pouvoir avoir cette activité distincte d'un métier est quand même importante. Sinon, alors comment j'y suis venu? Alors j'y suis venu, je pense que ça aussi ça peut être assez amusant. J'y suis venu parce que quand j'y suis venu tôt, hein, je me suis intéressé très très tôt, quand j'avais même pas 20 ans, à la psychanalyse, mais de manière entièrement théorique, exclusivement théorique. J'ai lu, je pense que j'avais lu la totalité du séminaire de Lacan pour ma thèse de philosophie avec Jacques Derrida. J'avais 22 ou 23 ans. Je me souviens d'ailleurs d'être allé à l'époque, c'était évidemment, il n'y avait pas les trucs informatiques qu'il y a aujourd'hui. Donc tout était renéoté sur des espèces de cahiers de photocopie absolument colossaux qui s'empilaient absolument partout, avec lesquels je suis allé aux États-Unis. Quand j'ai été professeur associé de littérature comparée, j'étais professeur aux États-Unis, à Columbia, à l'université de Columbia, à New York. Et à cette occasion-là, j'étais venu avec la totalité du séminaire de Lacan photocopié. Et d'ailleurs, j'en suis assez fier, puisqu'en fait, c'est mes amis américains qui ont photocopié ce séminaire, et les gens qui aux États-Unis travaillent sur le séminaire de Lacan travaillent sur des photocopies de la totalité de la collection que j'avais amenée en 85, je crois, à l'époque aux États-Unis. Et donc j'avais lu énormément tout ça, puisque donc j'étais inscrit en thèse avec Jacques Derrida. Mais en fait, je suis entré en analyse plus tard, hein, et les raisons pour lesquelles j'étais entré, c'est juste parce que voilà, je m'étais marié. Et voilà, la vie prenait un tour avec certains éléments d'adversité particuliers. Et donc, j'avais envisagé de faire ça, d'aller en analyse plus tôt, mais c'était pas vraiment. Comme j'ai travaillé en Afrique aussi, j'étais de faire de l'anthropologie en Afrique pendant un certain temps. C'était pas possible de faire ça comme ça, donc je l'ai fait à mon retour. À mon retour en France, quand je me suis installé à Paris en 80, ça devait être quoi, oui, 89, dans ces eaux-là, 88, 89. Et puis il y avait aussi un élément qui était assez perturbant à l'époque, c'est que et ça c'est quelque chose qui aussi, alors je ne sais pas si c'est très sensible pour d'autres que moi, mais dans ces années 80, à la mort de Lacan, hein, que j'ai jamais vu, hein, je suis arrivé à Paris, Lacan faisant quand j'étais adolescent, hein, pour faire mes études. Je suis arrivé à Paris, je savais qui était Lacan, j'avais entendu parler, mais il est mort. Voilà, il est mort à ce moment-là, donc je ne l'ai pas vu. Mais il y avait des gens qui étaient en Cagne, tandis que moi j'étais en Hippocagne, qui eux avaient été écouter les derniers séminaires de Lacan, qui en faisaient une description d'ailleurs absolument comique. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Donc, les années 80-81, vous savez, il y a la mort de Barthes, la mort de Lacan, il y a tout un ensemble de gens qui étaient des figures dont on entendait parler, qui disparaissent. Et dans les années qui ont suivi, vous avez un très vaste mouvement de réaction, mais vraiment très puissant, hein, de recul à la fois idéologique, politique, extrêmement fort, qui fait qu'au moment où moi je me suis le plus intéressé à ces choses-là, et notamment à la psychanalyse, c'est-à-dire pour moi à Lacan, hein, c'était vraiment ça, l'intérêt général des gens allait totalement dans le sens inverse, totalement dans le sens contraire. Y compris d'ailleurs le fait de s'inscrire pour aller faire une thèse de philosophie plus tard avec Derrida, c'était catastrophique, hein, sur le plan de la carrière académique, c'était un désastre complet.
J'ai appris énormément, j'ai fait plein de choses avec Derrida, mais ça c'était plus du tout dans l'air du temps. Et donc en fait pendant très longtemps, et je dirais même jusqu'à il y a une quinzaine d'années, le fait de s'intéresser à la psychanalyse réellement, c'est-à-dire d'en faire, de recevoir des patients, d'en avoir fait, de réfléchir dessus, de recevoir des patients, de s'intéresser à ces questions-là, était complètement exotique et un frein absolument majeur à une carrière universitaire ou à des choses de ce genre. Hein. C'était très 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 mal vu. Ça paraissait comme une espèce de folie, d'erreur de jeunesse, hein, en quelque sorte. Hein. C'est pas du tout un truc. Et donc, ça ne m'a, sur le plan, vous voyez, sur le plan sociologique, ça ne m'a apporté que des ennuis, mais vraiment que des ennuis. Et donc, moi, j'ai pas du tout été dans cet esprit dans lequel, vous voyez, la psychanalyse ajoute une sorte de supplément de capital culturel ou de capital symbolique à des formations du type psychologie ou psychiatrie, ce qui était encore le cas. La psychanalyse ajoutait quelque chose à la formation du psychiatre et le faisait passer à un niveau de respectabilité intellectuelle supérieur. Moi, c'était exactement l'inverse. Hein. Le fait de m'intéresser à ça dégradait considérablement le prestige ou l'autorité que pouvaient me valoir par ailleurs mes titres universitaires ou les recherches que je faisais. Ça faisait erreur de jeunesse qui ne passait décidément pas ou des choses de ce genre. Et ça, dans le milieu des années 80, au moment où je me suis allongé sur un divan pour faire ma première analyse, ça a été vraiment une grande... C'était vraiment l'occasion de tensions extrêmement vives, oui, on peut dire de souffrance. On va pas parler de souffrance au travail, mais enfin de choses qui étaient vraiment très 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 sensibles à cet égard. Donc c'est pas du tout. Alors ça a contribué, je pense, au fait que j'ai une idéalisation relativement paradoxale ou modérée de la psychanalyse, puisque moi j'ai jamais été quelqu'un à qui elle a apporté autre chose que des ennuis pendant très très longtemps. Hein. C'est vraiment une sorte et à l'époque, il fallait, et maintenant, alors c'est un peu différent peut-être maintenant, mais pendant très longtemps, pour les garçons et les filles qui s'engageaient dans ce genre de choses, il fallait vraiment le vouloir. Hein. Ça a provoqué d'ailleurs une mutation très importante dans le recrutement des gens, puisque finalement, comme ça n'était plus du tout quelque chose d'extrêmement prestigieux, c'était plus non plus du tout quelque chose où on pouvait gagner de l'argent, parce que c'était aussi une chose qui était assez crûment considérée par les gens, plus du tout. Ça a modifié complètement le recrutement, et ça a transformé beaucoup la psychanalyse en France d'une espèce de savoir complètement mystique, extraordinaire, qui pouvait rayonner de l'université jusqu'à vous voyez, les talk-shows à la radio, des choses comme ça, en une espèce de complément de formation pour travailleur social, qui est de plus en plus dépourvu de qualité intellectuelle. La déconnexion du milieu intellectuel général et du milieu analytique s'est accélérée dans la mesure où finalement les gens s'intéressaient de moins en moins à la psychanalyse, et la psychanalyse s'intéressait de moins en moins à ce qui se faisait effectivement dans le champ des sciences humaines, des sciences sociales, etc. Et moi, j'ai fait ma formation, et je suis devenu analyste dans ce contexte-là. Bon. Alors bien sûr, évidemment, tout ça est pris dans un environnement où c'est très mêlé à mes problèmes personnels à l'époque, à l'histoire aussi du moment où on entre dans la vie. J'ai fait des études longtemps, donc j'ai commencé à travailler, à avoir des responsabilités d'adulte, peut-être un peu plus tard. Et donc les choses se sont mêlées comme ça. La chance que j'ai eue aussi, c'est que mon premier analyste était quelqu'un qui n'était pas hostile à l'entrelacement permanent des questions personnelles et des questions intellectuelles. Et en particulier à la différence d'autres analystes que j'ai pu voir et qui ont eu tendance assez tôt à vouloir faire de la psychanalyse une sorte de forteresse assiégée, produisant de l'intérieur ses propres justifications dogmatiques, etc., où il fallait vraiment choisir entre la psychanalyse et
la philosophie dans mon cas, ou la psychanalyse et d'autres activités. Moi, j'ai pas subi de pression dans cette direction-là. J'ai pas subi de pression dans ce sens. Aussi bien mon analyse a toujours pu mêler des questions, les questions personnelles, les questions qui concernaient l'orientation de ma vie, avec les questions intellectuelles. Alors, à quoi sert la psychanalyse? Ben, je sais pas. Hein. Mais à qui sert la psychanalyse? C'est plutôt des questions de ce genre, moi, qui m'intéressent, parce que c'est plutôt le type de public que ça peut viser. Hein. Parce que à quoi ça sert? Il y a un élément d'impersonnalité dans la chose qui ne va pas avec le type d'expérience qu'on poursuit et l'intérêt même qu'on a à aller voir un analyste ou à se lancer dans ce genre d'expérience. Moi, je pense à qui ça sert? Ça peut servir aux gens qui considèrent que ce qui leur arrive dans leur vie et qui les fait souffrir, ou qui fait souffrir les autres autour d'eux sans qu'ils comprennent bien pourquoi, quel rôle ils y jouent, a une signification subjective, existentielle, intime, etc. Et qui sont des gens qui, autour de ça, sont prêts à considérer qu'il y a une épreuve de vérité, c'est que les symptômes qui les affectent, mais je parle déjà de façon un peu trop technique, comme ça, les choses qui les traversent, ont une valeur du point de vue de l'épreuve de vérité qui traversent. Voilà. Et que leurs histoires d'amour, leurs histoires de choix professionnels, les problèmes d'héritage pesants ou contraints qu'ils reçoivent de leur famille ou du pays d'où ils viennent, ou de la langue dans laquelle ils ont baigné. Enfin, il y a des milliers de manières d'envisager les choses, sont l'opportunité d'une épreuve de vérité. Et que, du coup, la question du sens de leur existence et de la façon dont ça peut aussi peut-être s'insérer dans des questions qui sont autour d'eux, des questions vives, hein, que ce soit des questions par exemple politiques ou des questions morales que leur milieu leur pose, ou que le monde dans lequel ils vivent leur pose tout autour d'eux, que ces questions-là ont un poids particulier. À ces gens-là, la psychanalyse peut apporter quelque chose. Il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas les seuls idéaux normatifs, les seules manières de considérer l'individu qu'il y a dans les sociétés individualistes. Hein. Il y a des façons tout à fait distinctes. Il y a des gens qui s'intéressent plus à des questions de type de bien-être, de normalité, qui sont des idéaux tout aussi justifiés, hein, sur lesquels moi j'ai absolument aucune espèce de jugement négatif là-dessus. Il y a des gens qui préfèrent... on vit dans des sociétés, il ne faut pas idéaliser non plus le type, si j'ose dire, le type d'idéaux qu'on a. Et à qui, évidemment, les gens qui s'intéressent à ces questions de normalité, d'échapper, par exemple, d'échapper purement et simplement à des stigmates sociaux, ou qui cherchent des formes de bien-être et de tranquillité cet égard, ne bénéficieraient certainement pas du type d'engagement particulier que suppose une analyse, aussi bien d'ailleurs de la part de l'analysant que de l'analyste. Et d'ailleurs, bien évidemment, tout ce qui est traitement psychologique de nature médico-psychologique offre largement de quoi répondre à ce genre de choses. Tous les traitements comportementaux, cognitifs, ça relève d'un idéal extrêmement classique dans les sociétés individuelles, qui est celui de la correction de soi par des transformations de ses habitudes, la perte de ses mauvaises habitudes, l'acquisition des bonnes habitudes, et ça, qui est un modèle perfectionniste, hein, un modèle perfectionniste de l'existence qui est complètement dégagé de toute attente tragique ou de vérité, etc., mais qui a une dignité absolument incontestable. Enfin, il y a des gens
Il n'y a rien voilà, c'est à contester de ce point de vue-là. Or, souvent, on ne se rend pas compte que dans nos sociétés, il y a toutes ces sortes de manières de considérer sa vie qui existent. Souvent, c'est en tension. On peut être tantôt l'un, tantôt l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des types de gens. Il y a des moments de la vie où on peut être tantôt l'un, tantôt l'autre. Par exemple, avec les enfants, on est beaucoup plus souvent dans une perspective d'un développement normal, d'un bien-être, etc., que dans la perspective de faire émerger une subjectivité sensible au tragique de la vie. Par exemple, c'est des questions comme il ne faut pas oublier. Il y a aussi les âges de la vie. Bon, il y a aussi les milieux sociaux. Tout le monde n'a pas le luxe d'avoir telle ou telle position à l'égard de l'existence. Néanmoins, voilà, c'est des grandes... À qui la psychanalyse peut être utile? Selon moi, elle ne peut être utile qu'en dehors de ce modèle médico-psychologique, à des gens qui s'intéressent à ce... Alors maintenant, est-ce que pour autant ce sont des gens qui n'ont pas de symptômes médicaux ou psychologiques? Je ne crois pas du tout. Non, ça peut être des gens tout à fait extrêmement névrosés ou très fous ou pervers, etc. Mais il y a plein de gens qui... Mais ça n'est pas exclu. Ça ne dit rien de la gravité, de l'intensité ou de la nature des souffrances des gens. Mais l'attitude à l'égard de la vie est, à mon avis, extrêmement importante à cet égard. Alors vous me disiez aussi ce qu'on peut en attendre avec que ça rend la vie intéressante. Alors, dans ce registre-là, j'ai une position personnelle qui est plus que je défends, mais je ne crois pas d'ailleurs qu'elle soit si personnelle, parce qu'on la voit apparaître dans beaucoup de moments de l'histoire de la psychanalyse. C'est que ce qu'on peut attendre d'une psychanalyse, c'est qu'elle soit à la hauteur du genre de souci de soi que j'évoquais, c'est-à-dire d'attention à ce que vient proposer quelqu'un quand il considère que tel ou tel accident de sa vie sexuelle, amoureuse, intellectuelle, politique, morale, tout ce qu'on veut, est quelque chose qui a une valeur de vérité et sur lequel il veut construire quelque chose de ce qu'il est. Donc être à la hauteur de ce type d'attente, et avec la conscience évidemment que c'est extrêmement fragile, contingent, il y a beaucoup de facteurs dans une analyse sérieusement menée qui ne dépendent pas de l'analyste ni de l'analysant, qui dépendent aussi de la maladie, des soubresauts politiques, sociaux, des problèmes, des choses qui arrivent aux objets très investis dans la vie des gens. Mais je crois quand même que quelle que soit la façon dont on se représente les choses, c'est pas tant que la vie est rendue intéressante par la psychanalyse, ce qu'elle est. Parce que le minimum syndical dans une psychanalyse, c'est que ça réveille. Ça réveille les gens, ça les réveille. Donc ça se met, les gens se mettent tout d'un coup leur vie pulsionnelle se remet en chemin, toutes sortes d'idées qu'ils n'avaient jamais eues leur arrivent, et donc toutes sortes d'opportunités se dessinent, toutes sortes de dangers aussi deviennent beaucoup plus menaçants. Il y a un effet de réveil. Mais moi je dirais que la psychanalyse c'est quand même pour les hommes supérieurs. Je dis les hommes comme ça pourrait être pour les femmes, mais c'est vraiment quelque chose dont l'ambition éthique particulière, c'est vraiment ça. Il y a une amplification de la vie qui fait que c'est un exercice pour les hommes supérieurs, pour les femmes supérieures, dans un contexte extraordinairement paradoxal, puisque c'est le genre de supériorité, d'intensification de la vie que vous pouvez avoir dans une société démocratique. Société où tout le monde est en même temps l'égal de tout le monde. Personne n'a de dignité ou de statut supérieur à l'autre. C'est un des chemins, et moi ça m'a très tôt marqué, c'est ça qui m'avait interpellé quand j'étais adolescent, c'est un des chemins qui reste ouvert à la grandeur dans des sociétés égalitaires. Ça ne peut pas être, par le fait de conquérir des positions qui seraient intrinsèquement supérieures, ou qui seraient statutairement supérieures, mais le type de grandeur qui est ouvert à la vie et qui frappe déjà les adolescents, parce que faut jamais perdre de vue quand on s'occupe d'adolescents en analyse, la question de la grandeur est fondamentale dans la perception que les gens ont de la vie. C'est la grandeur dans les sociétés démocratiques, et elle est vraiment, je crois, tout à fait
liées à ça. Et cette grandeur ne peut aller que dans le sens du coup d'une intensification, d'une amplification de la richesse de l'existence, qui va jusqu'à y supporter des degrés de conflit ou de contradiction ou de paradoxes et d'intensité qui sont plus grands, hein, et qui sont recherchés en tant que tels. Et ça, je pense que ça reste un élément, je crois, perturbateur des conceptions, si j'ose dire, normatives ou médico-psychologiques du traitement du symptôme, etc. Parce que la psychanalyse se pose cette question du genre de grandeur qui est accessible dans les sociétés démocratiques. Et elle le pose, je pense, aussi de façon... c'est pas la seule, parce qu'au fond, il y a des gens qui veulent devenir des artistes, ou des savants, ou des choses comme ça, qui sont des... Mais l'artiste ou le savant, vous voyez, c'est quelque chose qui est un statut, c'est une forme de statut, c'est une modalité. Tandis que la grandeur dont il s'agit, mener une grande vie, et travailler à ce que au moins chez des enfants, par exemple, le chemin vers une grande vie ne soit pas fermé. Quand bien même les conditions d'adversité dans lesquelles ils sont plongés sont souvent graves, hein, enfin, surtout si vous travaillez dans des institutions qui sont destinées aux enfants des pauvres, les contraintes qui pèsent sur eux sont quand même accablantes. Okay, mais le fait que, vous voyez, que le chemin vers une grande vie ne soit pas fermé, c'est quelque chose de très important, et c'est à cette lumière-là qu'on peut mesurer ce que c'est que le fait que la psychanalyse altère la vie pulsionnelle. Ça rend aussi la vie grande sur le plan érotique, sur le plan intellectuel, sur le plan... Et ça, ce sont des choses qui peuvent éventuellement continuer à exercer un certain pouvoir de perturbation, hein, par rapport à l'envie générale de dormir, et qu'il ne se passe pas grand-chose dans les couples, dans les familles, dans les groupes professionnels, etc. Alors évidemment, le problème de la guérison, c'est que ça relève un peu de ce vocabulaire naturaliste et médical à l'égard duquel j'essaie de construire une forme de distance, hein, aussi bien parce que c'est pas un métier pour moi, et aussi parce que je pense que c'est très difficile d'abstraire la notion de guérison de quelque chose comme une simple élimination du symptôme, et donc un retour à l'état antérieur, au statu quo ante, n'est-ce pas, qui est quand même une vieille conception médicale de la guérison. Tandis qu'évidemment, Freud a tout de suite lancé la psychanalyse sur la piste du fait que guérir, c'était produire quelqu'un qui n'était pas là avant. C'est vraiment, il y a l'idée d'une transformation de la personnalité, qu'il pense d'ailleurs dans le sens d'un élargissement, d'une intensification, d'un agrandissement, hein, de cette personnalité, et non pas du retour à l'état antérieur qui est par simple élimination du symptôme. Ce qui fait qu'à la différence de beaucoup de psychothérapie, la psychanalyse se pose la question des idéaux, de ce que c'est qu'une plus grande vie que celle qu'on menait avant. Et que le fait que traiter le symptôme comme une épreuve de vérité, c'est pas juste un gadget philosophique, n'est-ce pas, ou une manière bizarre d'envisager les symptômes, c'est le traiter dans la dynamique d'un approfondissement, d'une transformation de la personne, qui a besoin d'un environnement sociopolitique particulier, hein. C'est sûr qu'il faut un environnement qui soit favorable à la liberté individuelle. Il faut des sociétés plus démocratiques, ou plus... sinon, ça peut tout à fait, comme ça l'est d'ailleurs dans certains pays d'Amérique du Sud, et c'est toujours extrêmement troublant de l'entendre, c'est simplement une espèce de supplément mégalomane apporté à des inégalités sociales gigantesques, dans lesquelles
finalement, ça permet de consolider des sentiments de supériorité qui sont tout à fait problématiques hein, en eux-mêmes. Il faut un environnement social à cet exercice-là. Pratiquer la psychanalyse dans des pays non démocratiques, où les valeurs ne sont pas celles du libéralisme, du respect de la vie privée, d'une égalité fondamentale entre les individus, mais où il y a des gens qui se pensent substantiellement supérieurs à d'autres, ou qui, avec des phénomènes de caste qui sont là, comme le Brésil, etc. Ça produit quelquefois, les gens parlent le même langage, hein, mais je suis absolument pas sûr qu'en réalité, dans ce langage de la psychanalyse, ou il manquerait pas un bouton de guêtre à leur vocabulaire lacanien, il y a toujours bien la même chose. Remarquez en même temps, dans ces pays-là, c'est souvent des pays où vous avez aussi bien les psychanalystes les plus chers du monde, qui sont les psychanalystes brésiliens, les psychanalystes de São Paulo, qui prennent des sommes qui prennent 10 fois ce que prend un analyste parisien, dont certains patients viennent en hélicoptère dans la villa du... Non, j'ai vu ça. Hein. C'est les mêmes communautés analytiques. Vous en avez d'autres qui vont travailler dans des favelas à s'occuper d'enfants dont les parents toxicomanes sont mêlés à la guerre des gangs. C'est à travailler dans... Donc il y a des phénomènes de compensation. Cela dit, c'est toujours quand même, vous voyez, je ne sais pas très bien comment on peut parler de ce que je vous ai évoqué tout à l'heure dans des sociétés qui ne sont pas démocratiques, où ce n'est pas les valeurs libérales, où il n'y a pas une protection juridique du statut, de la vie privée, et où les gens ne sont pas considérés au moins sur un certain plan comme les égaux les uns des autres. Hein, ça, c'est... Bon. Donc je ferme cette parenthèse, mais pour revenir sur l'idée de guérison. Bon, alors... moi, c'est ce que je dirais sur ça, c'est que je crois que il faut envisager, ce qu'il faut déterminer, c'est quel est le type de mieux, le type de changement qui est occasionné. Je crois qu'on pourrait le qualifier d'acquisition d'un pouvoir. Et que c'est un pouvoir assez paradoxal, c'est que pour moi, la guérison analytique, c'est acquérir un pouvoir qui est un pouvoir de quelque chose qui en général est vécu comme négatif. C'est acquérir le pouvoir de se séparer. Il y a une très belle formule de Lacan, qui est quelque part dans les écrits, mais je n'arrive pas à retrouver où il parle du pouvoir de perdre. Pouvoir perdre, vous voyez, c'est plutôt que perdre, pouvoir perdre, pouvoir se séparer. Pouvoir passer à autre chose. Ce sont des opérations subjectives extrêmement sophistiquées, extrêmement lentes, etc., qui d'ailleurs sont très très palpables hein, dans la pratique ordinaire de la psychanalyse, hein, puisque la plainte, elle a très souvent, ou sinon presque toujours, la forme de se voir arracher quelque chose, hein, qu'on pense avoir, ou qu'on pense posséder, ou qu'on pense nous être dû de droit, etc. Et il va falloir énormément de temps, non seulement pour s'apercevoir que la chose la plus difficile, à laquelle il est le plus difficile de renoncer, c'est étrangement celle qu'on n'a jamais eue, dont on n'a jamais joui, etc. Et qui est d'autant plus difficile à perdre que précisément elle a une présence hallucinatoire extrêmement intense. Et puis, c'est pas tout, c'est une fois qu'on a pu éventuellement s'apercevoir de ça, s'apercevoir que c'est un pouvoir de pouvoir perdre ça, et qu'il y a une augmentation du pouvoir qui est d'un pouvoir d'une vitalité comme ça, qui est lié à la possibilité de se séparer. Si on appréhende les choses de cette façon-là, ça éclaire d'une toute autre manière des mots comme castration, par exemple, et en particulier l'extrême ambiguïté du mot de castration, selon qu'on le fait fonctionner comme le fantasme de castration dans lequel il y a l'hallucination de l'horreur du truc qu'on va perdre, et le complexe de castration comme ce qui est au contraire un ressort de la possibilité symbolique de se séparer et de perdre, et de s'éloigner, et de tourner des pages,
dans le cadre de ce qui reste une vie limitée et sous contrainte. Donc il y a cet aspect de pouvoir, de transformer en pouvoir des rapports à la perte et à la séparation qui est pour moi une dimension essentielle de ce qu'on pourrait appeler la guérison, la transformation produite par la psychanalyse. Et puis il y a un aspect aussi de pouvoir que souvent c'est enveloppé dans nos sociétés sous le thème de la créativité, c'est-à-dire des capacités qu'on a à inventer, à fabriquer de nouvelles choses, à produire de nouveaux objets, de nouvelles relations, de nouvelles amours, de nouveaux enfants, enfin toutes sortes et parfois aussi pour certains de nouveaux objets scientifiques, artistiques, sociaux, de tous ordres. Ça permet en tout cas, si vous le mettez dans ce registre, ça éclaire aussi. Il y a la notion de castration, puis une célèbre formule de Freud qui est qu'au fond, ce qu'on cherche, c'est à retrouver ou à trouver, parfois il faut l'instituer, la capacité à jouir et à être actif. Alors c'était autrefois traduit d'une façon complètement glaçante par travailler et aimer. Mais en fait, c'est pas du tout aimer et travailler. Le mot, c'est jouir. C'est pas aimer, puisque ça. Aimer, ça dépend pas de nous, il faut que l'objet s'y prête, tandis que jouir, c'est quelque chose de très particulier qui pouvoir jouir de la vie, pouvoir jouir du corps d'un autre ou d'une autre, de ces choses-là. Et puis, c'est pas travailler, c'est être actif. Il y a même d'ailleurs des situations dans lesquelles l'analyse permet aux gens de ne plus travailler du tout, d'arrêter. Ce qui n'empêche pas qu'ils soient extrêmement actifs, mais que le travail, c'est les travaux forcés en particulier, ça s'arrête. C'est pas du tout. Et d'ailleurs à ce niveau-là, jouir et être actif, on voit bien qu'il y a une dimension qui est souvent interprétée comme amorale ou asociale dans cette dimension des choses. C'est ça les capacités créatives, positives, c'est jouir et être actif. Mais ça suppose d'avoir probablement d'abord acquis cette capacité à transformer des expériences négatives en une puissance, par un phénomène de perte de dissipation de la dimension d'hallucination de l'objet qu'on croit avoir, auquel on croit avoir droit, et qui en fait qu'on n'a jamais eu. Fin de ce premier podcast, cogité et réalisé par Thomas Rigaud, Samba de au piano et Paul Poulain. Un grand merci à Louis Duruflé du studio Flamboyance pour avoir tenu le micro. Nous tenions à remercier sincèrement Pierre-Henri Castel pour avoir pris le temps de répondre avec attention à nos nombreuses questions.